l'invité de la matinale. KTO Radio. Quand on parle de handicap, vient souvent l'idée d'inclusion, d'accessibilité, d'égalité face aux droits fondamentaux. Mais une question reste taboue, celle de la vie affective et sexuelle des personnes porteuses d'un handicap mental. Alors comment accompagner notamment les jeunes avec un handicap mental? Denis Vaginet, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce lundi matin. Vous êtes docteur en psychologie clinique et vous vous intéressez depuis plus de 40 ans à la vie affective et sexuelle des personnes porteuses d'un handicap mental. On en parle ce matin car l'Office chrétien des personnes handicapées réfléchit longuement à ce sujet dans son magazine Ombre et Lumière du mois de mars. Et vous êtes d'ailleurs attendu ce soir près de Lyon pour une conférence organisée par l'OCH sur le sujet. Alors comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser, à travailler la question? Bien, il y a plus de 40 ans, je travaillais avec des très jeunes enfants en situation de handicap sur ce qui allait devenir l'éducation précoce. Et très rapidement, l'équipe avec laquelle je travaillais moi-même, on s'est aperçu que c'est un sujet qui était tout à fait négligé, Mmh. oublié, tabou quand il était abordé. Et qu'il était absolument nécessaire, si on voulait accueillir des personnes dans toute leur ampleur, de s'interroger sur leur devenir sur ce plan-là aussi. Parler d'amour et encore plus de sexualité entre parents et enfants, c'est en soi un sujet très délicat à aborder, hein, pour tout le monde. Quelles sont les spécificités de ce dialogue avec un enfant porteur d'un handicap mental? La question de la spécificité, elle se pose absolument toujours. Heu, et il faut savoir si elle est justifiée ou pas. Et plus on s'intéresse à cette question, plus on se rend compte que cette spécificité est tout à fait imaginaire. C'est-à-dire que les personnes en situation de handicap naissent sexuées et comme toutes les autres, elles ont à faire avec cette singularité-là et elles ont à l'inscrire dans leur vie. La singularité, s'il y en a une, la spécificité, c'est de trouver face à elles plutôt des oppositions, voire des interdits systématisés, plutôt qu'un accueil et une aide. Comment répondre à des demandes qui peuvent parfois désarçonner des parents qui ont peut-être pas forcément anticipé la question, qui n'y ont pas réfléchi, une envie d'être en couple par exemple ou même de se marier? Et c'est sur la question de l'anticipation qu'il faut pouvoir intervenir dans l'accompagnement. Ce qui est Mmh. intéressant, c'est de se rapprocher d'une éducation la plus habituelle possible. En fait, qu'on aborde ou pas la question verbalement, directement, on l'aborde de toute façon par nos comportements, nos attentes. Et ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que les personnes en situation de handicap vivent comme toutes les autres, dans une société ouverte avec, un flot, d'informations, qui, produit, des effets. Donc l'attente des parents, le modèle donné, la multiplicité, des modèles, ouverts et offerts, dans l'environnement participent, de toute façon à une éducation, y compris sexuelle. Plus les interdits, sont arbitraires et forts, plus les personnes en situation de handicap se trouvent empêchées dans leur cheminement. Si, on est conscient de cet accompagnement implicite, c'est beaucoup plus simple de répondre, aux questionnements explicites. Denis Vaginet, il faut donc une éducation affective qui soit la même? Idéalement, c'est ce qui convient. C'est difficile en soi parce que le handicap, entraîne avec lui, des craintes de l'environnement, justifiées, ou non, et qu'à la sexualité est associée, presque immédiatement, la question, de la procréation, de la possibilité de donner la vie. Et cette situation-là, cette réalité-là infiltre totalement l'approche de l'entourage. Et c'est dommage parce que ça devient une espèce de priorité, une espèce d'épouvantail qui cache tout le reste.
et qui, vient, empêcher d'une certaine manière, un accompagnement, qui devrait être serein. Est-ce que cette question concerne les parents, on l'a compris, mais elle concerne également les personnes qui peuvent accompagner ces personnes porteuses d'un handicap mental dans leur vie quotidienne, notamment des éducateurs aussi? Beh, oui, tout à fait. L'accompagnement, s'effectue, mais pour tout le monde et dans toute notre société, mais y compris dans la nôtre aujourd'hui. L'accompagnement est fait par, toutes les personnes qui interviennent et pour les personnes en situation de handicap, notamment, tous les intervenants, extérieurs, dont, les éducateurs qui jouent un rôle tout à fait important et qui sont pris, par les mêmes craintes, et les mêmes fantasmes, que les parents et parfois, par un phénomène d'identification, plus forte même que chez les parents. Donc ces craintes, ces envies d'accompagner, sont, très bien distribuées dans l'ensemble de la population qui accompagne. Parfois oui, de Mmh. manière tout à fait disproportionnée chez les professionnels. Vous diriez qu'il y a un besoin d'information, qu'il y a encore un besoin de formation même sur ce sujet? Oui, constant, un besoin d'information parce que les craintes sont omniprésentes, certaines justifiées, d'autres qui ne le sont, pas du tout, notamment en associant, à l'idée d'une vulnérabilité qui est, énoncée, comme un fait, présent, la, notion de dangerosité, supposée de la sexualité qui entraîne une protection, assez systématisée et même une surprotection. Donc oui, information, nécessaire, en continu et une formation dans le sens où c'est quand même intéressant d'amener les accompagnateurs à réfléchir, à cette question et à mieux comprendre leurs craintes. Est-ce que cela aussi, cette éducation affective de la part des parents peut aussi dépendre de la façon dont la maladie et les capacités intellectuelles et cognitives de la personne en situation de handicap? Parce qu'on imagine que chaque situation et chaque relation est différente. Bah, chaque, relation est différente, quand, en tant que parent, on élève nos enfants, qu'on le veuille ou non, on les élève pas de la même manière, qu'ils soient, garçons, filles, perçus comme tels, en fonction, de leur place dans la fratrie, de l'histoire du moment. Donc, bien sûr, il y a une interaction qui est dépendante et là, pour le coup, totalement dépendante du handicap lui-même et de la représentation qu'on en a. Parce qu'un handicap relativement similaire, la manière de vivre, les provocations, difficiles, les effondrements parfois, des parents, lors de l'annonce du handicap, peuvent être extrêmement, différentes. Et de cette différence, découle, une différence d'accompagnement aussi. Donc oui, le handicap provoque quelque chose, entraîne des craintes, certaines justifiées, d'autres qui ne le sont pas et c'est intéressant d'essayer de prendre une distanciation pour voir, ce qu'il en est. Mais ce qu'il en est aussi, d'une part, des capacités de la personne en situation de handicap et d'autre part, de ses attentes. Hmm. Y a-t-il justement sur ce point-là une liberté, un consentement, un engagement mutuel possible? Ah ben, de liberté, plutôt moins que pour la plupart, des personnes, qui ne sont pas en situation de handicap. Mais dans ce domaine comme dans d'autres, la liberté, du sujet social est quand même tout à fait relative. On ne fait pas n'importe quoi avec, notre sexualité et on le fait, en fonction de l'attente, du social. Même dans les débordements, même dans les perversions, on est dépendant de notre environnement. Hmm. Quelque chose à prendre en compte, effectivement. Comment aborder finalement ces questions tout en respectant la dignité de chaque personne? Bah, le respect de l'intimité, c'est quand même central parce Mmh. que c'est quelque chose qui se construit, au fil du temps
et pour pouvoir, respecter une intimité, il faut, qu'elle soit mise en place. Normalement, dans une éducation, c'est quelque chose qui se construit, petit à petit. Le handicap, et la fragilité que le handicap entraîne, rend cette construction, beaucoup plus, compliquée. Mais l'intimité, c'est quelque chose qui s'éprouve, c'est quelque chose qui se construit au fil du temps, dans l'expérimentation. Avec le handicap, on a tendance, de manière paradoxale, à construire ça comme, quelque chose qui relève, d'une réflexion et d'une approche intellectuelle. Et c'est ce qui rend les choses extrêmement compliquées. C'est-à-dire que notre société, se permet d'avoir un accès, très important au corps des personnes en situation de handicap, parfois parce qu'elle est obligée de le faire, et que cet accès au corps rend, la construction d'intimité fragile. Et alors en même temps, elle se donne le droit d'accéder au corps et elle impose de la part de la personne qu'elle comprenne la nécessité de construire une intimité. Mais l'intimité, ça n'est pas, quelque chose, qui, relève d'une construction intellectuelle. Et est-ce qu'il existe des outils pour aider, pour aiguiller les parents sur cette question? Oui, il en existe, mais cet accompagnement, il est essentiellement, éducatif et ce qui est intéressant, le plus intéressant, c'est justement d'accompagner les parents, au fil du temps. Donc prendre cette question, le plus tôt possible et de la concevoir comme un accompagnement et une structuration progressive. N'importe qui peut faire un petit retour en arrière sur son parcours et se rendre compte que les éléments de compréhension intellectuelle font très peu partie, de tout le parcours, de construction de l'identité et que, c'est pas simplement par un apport, d'informations et de savoir, qu'on peut permettre à l'autre de se construire comme ça. Ces éléments sont importants, mais finalement, quand on se penche sur eux, on se rend compte qu'ils sont très faciles à aborder et à apporter et qu'ils se réduisent à relativement peu de choses. Ce qui est important, c'est l'accompagnement au quotidien. Merci beaucoup Denis Vaginet d'avoir accepté notre invitation ce matin et donc je rappelle que vous êtes ce soir à 20h à Tassin, la 2001, c'est près de Lyon pour une conférence organisée par l'Office chrétien des personnes handicapées sur le sujet. C'est ça le Pauline Jaricot. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci.